Bonjour chers amis, c'est avec un immense plaisir que je me joins à vous aujourd'hui à partir d'Alger. J'ai été convié par mes amis le docteur Rachid Abou Saïd et le docteur Kamal pour partager un petit peu ce que je fais en orthodontie. Et donc le thème d'aujourd'hui, ça va être Overcoming Challenges, comment surpasser les difficultés dans notre domaine. Et puis je vais présenter une approche assez différente et assez innovante de l'orthodontie. Et avant de commencer, je vais un petit peu m'introduire et vous dire quelques mots à propos de moi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc orthodontiste à Alger, ça fait environ 15 ans que je pratique. Et je suis un réel passionné d'orthodontie et de psychologie. Deux thèmes qui ont l'air très différents, mais vous allez voir durant la conférence qui se rejoignent assez souvent. Je ne me suis jamais vu comme un professeur, mais plus comme quelqu'un qui aime partager ce qu'il fait et qui est réellement passionné par l'orthodontie. Et puis, quand j'ai fini mon résidence en 2007, je réalisais que c'était juste le début de ma carrière. Et donc, j'ai beaucoup voyagé pour apprendre de beaucoup de personnes. Et à chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne, ça m'ouvrait encore plus l'esprit et ça m'aidait à m'améliorer, tant techniquement qu'humainement. Et l'un de mes premiers profs a été Dr. Ron Roncone en Californie, à San Diego, qui m'a beaucoup appris sur l'efficacité, l'efficience et comment être bon cliniquement, mais comment aussi il m'a fait comprendre qu'on était au niveau de nos cabinets, qu'on gérait des structures et qu'il fallait devenir gestionnaire et qu'il fallait apprendre à manager des équipes. L'une des grandes influences aussi en termes d'esthétique, ça a été Florin Kofar, qui est lui en Roumanie à Timișoara. Et je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, il y a 5 ans environ, grâce à mon ami Wassim Bouzid. Et donc, il a beaucoup changé ma perception de la dentisterie et de l'orthodontie. Et puis, il y a aussi le docteur Etsuko Kondo du Japon, qui, elle, fait quelque chose de complètement différent. Une orthodontie beaucoup plus, je dirais, médicale et beaucoup plus complète. Il y a aussi au niveau des mini-vis, le docteur John Lin de Taïwan, sur cette photo avec mon ami Wassim Bouzid. Et bien sûr, je dirais que les plus chers à mon cœur, c'est ces deux personnes-là, le docteur Tom Pitts et le docteur Duncan Brown, qui sont de réels innovateurs. De réels innovateurs, mais on reviendra là-dessus plus tard. Je ne peux pas oublier my best friend, l'orthodontiste avec lequel je partage presque tout aujourd'hui, toutes nos difficultés, tous nos progrès, on les a fait ensemble. Et donc, on est une réelle équipe et c'est grâce à ça, je pense, qu'on arrive à évoluer et à progresser aussi bien. Donc, si je devais me définir, je dirais que I am a seeker, ça veut dire que je suis un chercheur de vérité. Et je pense que cette vérité n'est détenue par personne, n'est détenue par aucune technique, par aucune philosophie, mais que chacun détient une part de vérité. Et que c'est en apprenant de chez tout le monde, en gardant l'esprit très ouvert et en restant très humble face à la science, qu'on s'améliore et qu'on progresse. Et donc, mon motto, ça serait plutôt constant, never ending improvement. Tout le temps en amélioration, tout le temps progresser, tous les jours apprendre, être un perpétuel étudiant. Ce que mon ami Duncan Brown appelle white belt mentality, ou ceinture blanche pour le karaté. On ne devient jamais ceinture noire, on apprend toujours. Et comme je suis maintenant, vous le savez, passionné de psychologie, je veux partager avec vous cette expérience de Salomon Asch. Salomon Asch est un psychologue américain et polonais qui est un pionnier dans la psychologie sociale et qui est très connu pour ses expériences sur la conformité. Pour faire simple, ce qu'il voulait savoir, c'était comment l'influence d'un groupe ou l'influence sociale pouvait influencer nos comportements, nos croyances et nos opinions.
Et donc là, je partage avec vous une expérience qui n'est pas l'expérience originelle, mais qui est une version un peu plus sympathique. Et donc là, on voit un petit peu la pression. On va voir une autre personne encore, qui est peut-être un peu plus docile. Donc les mêmes acteurs, c'est celui avec le chapeau, il tourne directement. Donc Charlie ferme la porte de l'ascenseur. Donc tout le monde change sa position à 45 degrés. Qu'est-ce qu'il fait lui? Le gars au chapeau, il est sûr, il regarde et il fait comme eux. Il tourne, le groupe tourne et il tourne. Et puis il suit tout le monde. Maintenant, ils vont essayer d'utiliser cette pression du groupe pour faire quelque chose de positif. Donc, il enlève son chapeau et il les suit. Et est-ce que vous pensez qu'on peut inverser ça? S'il remet son chapeau, et il refait. Et donc, on voit que ce besoin de se conformer au groupe est un besoin humain fondamental. C'est une sorte de mécanisme de survie. Parce que si on revient par exemple à l'ère glaciaire et que vous êtes éjecté du groupe, ça voulait dire la mort. Et nous tous là, on est les descendants de ceux qui se sont conformés au groupe. Et en fait, ce qui est dangereux, c'est qu'on peut se conformer au groupe même quand on sait que le groupe a tort ou qu'il fait quelque chose de mal. Et on en a plein de preuves à travers l'histoire. Et pour revenir sur ces valeurs qui sont pour nous très importantes au niveau autant que scientifique, je dirais que je reconnais un scientifique à son humilité. Parce que notre ego est notre pire ennemi. Au moment où on croit savoir, au moment où on croit maîtriser, au moment où on croit qu'on n'a plus besoin d'évoluer, c'est qu'on est proche de la fin. Et donc cette conformité peut être un réel obstacle quand on parle de créativité et d'innovation. Parce que par définition, être créatif et être innovant, être ingénieux, c'est ne pas faire comme le groupe. Et donc, dans notre domaine, dans la dentisterie d'une manière générale et en orthodontie, si on veut être innovant, il faut être anticonformiste. Et je rentre dans le vif du sujet et je vais vous parler du mythe de l'arc du sourire. Parce que pour nous, les orthodontistes, en tout cas pour de grands noms de l'orthodontie, l'arc du sourire est un mythe. Et il ne dépend pour eux que de la position de la tête du patient. Globalement, si on regarde droit, on a un arc du sourire. Si on veut l'accentuer, il suffit de baisser la tête. Et si on veut l'aplatir, il suffit de relever la tête. Et donc, je voulais tester cette hypothèse. Et donc, je prends des patients et je les photographie en position naturelle de la tête. J'essaie de voir un petit peu leur arc du sourire. Est-ce qu'il diffère d'un patient à un autre? Puis on regarde qui est très plat dans ce profil-là, plutôt dans cette photo-là. Une autre patiente avec les dents très vestibles ouvertes, c'est une bipro. Une autre patiente avec une classe 2. Puis on peut voir que l'arc du sourire est plutôt différent. On a la même position, et là il est très accentué, là encore plus. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit différents patients avec la même position de la tête, mais différents arcs du sourire. Et c'est ce qu'on voit là sur cette photo. Et donc, cette hypothèse ou cette théorie que l'arc du sourire dépend que de la position de la tête, il est complètement faux. La théorie est complètement fausse, pardon. Mais il y a des éléments intéressants dans cette théorie. On va comprendre pourquoi, en changeant la position de la tête, l'arc du sourire effectivement peut changer. Et donc, je saute sur une étude qui a été vraiment un changement dans ma carrière, qui est l'étude de David Sarver, faite sur l'arc du sourire et l'orthodontie. Et en fait, ce qu'il retrouve, David Sarver, c'est que nous, les orthodontistes, avec notre bagage traditionnel, notre méthode de bagage traditionnel, on a tendance à aplatir l'arc du sourire. Et ce qu'il dit dans l'article, c'est qu'on crée une intrusion, une ingression relative des incisives par rapport aux canines. Et donc Halsey fait des constatations similaires où il voit que les arcs du sourire sont plus plats chez les patients traités
Zachrisson qui dit que des patients traités orthodontiquement ont des souris moins esthétiques, ça arrive. Et Ackerman aussi qui revient avec 32% des sourires sont plus plats après un traitement orthodontique. Ce qui revient à dire que nous, les orthodontistes, il arrive qu'on ait un effet négatif sur l'esthétique du sourire ou sur le côté naturel d'un sourire. Après, si on va être positif, il faut se poser la question, est-ce qu'on peut préserver cet arc du sourire? Ou est-ce qu'on peut l'améliorer même? Et donc, cet arc du sourire dépend beaucoup de notre positionnement des braquettes. On peut voir cette patiente qui est venue avec un traitement qui a déjà été commencé, puis on peut voir ce bagage plutôt traditionnel, assez classique, et on peut voir cette relative intrusion des incisives par rapport aux canines. Cet arc du sourire qui est très plat avec une tendance à avoir un arc du sourire inversé. Le souci, c'est que David Sarver donc, nous fait ses commentaires, mais qui ne propose pas réellement une solution réelle. Il parle d'individualiser le fait de bracter, les hauteurs de collage, mais il ne vient pas avec une réelle solution. Ce n'est que bien plus tard que Tom Pitts propose cette méthode de ce qu'on appelle aujourd'hui le SAEP bonding. SAEP, c'est Smile Arch Protection, donc protection de l'arc du sourire. Donc, on va baguer pour préserver cet arc du sourire chez les patients qui l'ont déjà. Puis on peut voir là la différence, juste après avoir bagué cette patiente, l'arc du sourire qui se retrouve, qui commence à se reconstruire après avoir juste changé les hauteurs de collage. Le souci, c'est que pour certains orthodontistes conformistes, ces hauteurs de collage, ça peut choquer beaucoup de monde, ça peut beaucoup choquer. Et puis, je vais vous montrer des applications cliniques sur certains patients. On va en voir beaucoup durant cette séance, beaucoup de cas très difficiles, très complexes, et puis on verra un petit peu les solutions. Là, je vais rester sur la mécanique et sur le collage. Donc, c'est un cas de classe 2, avec un encombrement très sévère, une déviation des médianes, et on peut voir que la 12 est complètement bloquée en transposition à l'intérieur de l'arcade. En voyant les vues occlusales, en voyant l'importance de cet encombrement, on se demande est-ce qu'il ne va pas falloir faire des extractions dans ce cas. Il est clair qu'il est complètement normal de penser à l'extraction des prémolaires, ou peut-être à utiliser des mini-vis extraradiculaires pour distaller tout le segment latéral. Mais ayant appris beaucoup avec Tom Pitts et avec sa philosophie, on se demande à quel point on peut repousser les limites. Et on se dit, est-ce qu'on peut traiter ce patient sans extraction? Est-ce qu'on peut le traiter sans mini-vis, sans SARP, sans MARP? Et donc, on va voir ce profil, voir ses radios, rien de significatif, à part qu'on voit le germe des dents de sagesse. Et puis, on peut voir aussi son profil, qui est un profil plutôt rétrusif, qui se prête plutôt bien à un traitement sans extraction, je dirais. Et je vous montre un petit peu notre protocole, notre stratégie. Donc, on colle assez haut, comme vous pouvez le voir ici, c'est ce qu'on appelle un collage en SAP, en protection de l'arc du sourire. On inverse les braquettes, ce qui est très rare en orthodontie aussi. On met les braquettes à l'envers. On les met à l'envers pour avoir un torque négatif pour essayer de limiter cette vestibuloversion des dents, qui arrive souvent dans les cas sans extraction. Et puis on a un coil qui est très light, très léger pour commencer à ouvrir cet espace. Puis au même moment, on a des bails turbo ou des cales postérieures au niveau des 7. Et on a des élastiques de classe 2 short qui vont des 5 au 3. On avait décidé d'utiliser des rainbow élastiques, je reviendrai là-dessus plus tard, mais on avait finalement décidé de ne pas les utiliser. À 10 mois, on peut voir que l'espace s'est ouvert de la latérale, mais qu'on a complètement perdu le contrôle de ces incisives, qui se sont bien vestibulo-versées. Donc, à ce moment-là, on comprend qu'il faut changer de stratégie, et donc on ajoute des élastiques en rainbow, qui sont des élastiques qui viennent de sous les 5, remontent au-dessus des 2 centrales et viennent au-dessus des 5. C'est vraiment pas un losange, c'est plus un V inversé ou un arc-en-ciel, c'est pour ça qu'on les a. Donc on utilise les 5 sur 16 light, et ces élastiques sont très performants pour redresser les incisives, comme vous pouvez le voir sur la progression entre le 10e et le 16e mois. Ça nous a pris quand même 6 mois pour commencer à redresser ces incisives,
C'est pas encore bon, mais on a ramené cette latérale. Maintenant, il faut redresser son torque. Et si on voit le sourire, on voit que ça ne va pas du tout. On voit que c'est trop incliné en avant. On peut voir que les hauteurs ne sont pas bonnes. Et on décide de recoller plus haut. De coller encore plus haut, ce qu'on appelle aujourd'hui en SAP+, donc c'est un collage un peu plus haut. Et on continue avec la même mécanique, très simplement, des forces très légères, des élastiques en light, des canines au deuxième prémolaire et des élastiques en rainbow pour redresser ces incisives. On peut voir qu'au bout de 22 mois, 6 mois plus tard, on arrive à redresser ces incisives, on arrive à avoir une bonne occlusion et on a un très bon contrôle de torque au niveau des latérales. On analyse un peu le sourire et on peut voir que les éléments d'un joli sourire sont là, qui sont l'exposition, la largeur, l'inclinaison des dents. Et on reviendra plus tard sur la micro-esthétique. Et donc là, ce sourire toujours à 45 degrés où on peut voir beaucoup un petit peu cette inclinaison, on peut l'apprécier, on peut apprécier l'inclinaison, l'exposition, et puis j'adore cette photo qui nous donne beaucoup d'informations qu'on n'a pas sur un sourire de face. Il y a aussi le sourire à 90 degrés qui nous montre aussi ce excellent contrôle du torque, et on a pu redresser complètement ces incisives. À 24 mois, on arrive à débaguer le cas. Donc on a une occlusion qui était plutôt correcte, une belle forme d'arcade, un bel alignement. Et on arrive à faire tout ça avec, sans extraction, sans utilisation de mini-vis, juste en utilisant un système à force légère. Et puis si on voit le sourire, le patient a plutôt un sourire qui est plutôt pas mal, une belle largeur d'arcade, belle exposition des dents, et puis là, quand il sourit complètement, on voit que l'arc du sourire est là. Et ce qui est important, ce que nous, les orthodontistes, on a souvent négligé, c'était la microesthétique. Beaucoup encore aujourd'hui d'orthodontistes, quand je vois leur cas, ne font pas du tout attention à la forme des dents, à ce qu'on appelle aujourd'hui white and pink aesthetic. Donc, la forme des dents, les connecteurs, les zéniths, les embrasures, ça a un rôle mais immense dans la qualité de nos résultats finaux. On peut voir la TLR avant et après. Je trouve ça va, on s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas trop de vestibuloversion, il n'y a pas vraiment beaucoup, le contrôle du torque est plutôt pas mal. La forme d'arcade, et puis cette occlusion au niveau du côté droit où il y avait cette transposition et cette classe de très importante au départ. Et donc j'adore toujours revoir mes photos, mes progrès, parce que ça permet d'étudier mes cas, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal, et ça me permet d'améliorer les protocoles, d'apprendre, et pour faire mieux pour les prochains cas, ne pas commettre les mêmes erreurs. Et puis là, on peut le voir sur la photo de profil. Donc à 2 mois, on est plutôt bon. Et entre 2 et 10 mois, c'est là que le problème se produit. C'est là où on perd le contrôle du cas. À 16 mois, on commence à récupérer. À 22 mois, le torque est complètement contrôlé. Et à 24 mois, on finit, on arrive à débaquer avec un résultat qui est plutôt correct. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on arrive à identifier que c'est dans cette période-là que j'aurais dû faire quelque chose de différent. C'est à ce niveau-là que l'erreur a été commise. Et donc, ça me permet d'apprendre et de changer mes idées, de changer mes protocoles. Mais ça nous a permis aussi, avec le groupe de Tom, de aussi changer nos outils. Parce que vous pouvez voir sur cette photo qu'on a un bracket qui est inversé, donc qui a moins 12 au niveau des centrales, qui a un torque négatif. Mais ça sert à quoi d'avoir un bracket avec un torque négatif si vous mettez 10, 12, 16 mois à l'exprimer? C'est trop tard dans le traitement. Vous l'exprimez trop tard. Donc, il ne s'agit pas juste d'avoir ce torque négatif dans le bracket, il s'agit aussi de pouvoir l'exprimer tôt dans le traitement, assez tôt dans le traitement, pour empêcher ces mouvements que vous ne désirez pas. Donc, on peut voir le progrès du sourire. J'ai mis 10 mois, mais c'est plutôt 16 mois, 22 mois et 24 mois. On finit avec un résultat qui est très correct. Le patient est plutôt content. Et donc là, on voit le sourire complet. On voit le sourire à 45 degrés, on voit comment la lumière se réfléchit sur toute la face vestibulaire. Puis on voit aussi le sourire à 90 degrés avec un bon contrôle de l'inclinaison, du torque des incisives. Le patient est très content, mais si je partage ce cas, et j'aime bien commencer avec, c'est parce que ce cas me fait poser beaucoup de questions sur mes protocoles, et c'est un cas qui est très intéressant pour apprendre et progresser.
Donc à ce niveau-là, je me pose et on se pose des questions. Si je pouvais éviter cette vestibuloversion qui arrive vers le 10e mois, entre le deuxième, est-ce que je peux faire en sorte que mes traitements soient plus courts? Est-ce que je peux être plus efficient et plus efficace? Et je me dis, et si j'utilisais des forces plus légères, mais que j'avais en même temps plus de contrôle? Et surtout plus de contrôle, et je dirais, c'est pas tellement avoir du contrôle, parce que je peux avoir un contrôle avec un 21-25 au bout de 15 ou 18 mois de traitement. Mais ce que je veux avoir, c'est que je veux avoir du contrôle très tôt dans le traitement. Je veux remplir ce slot le plus tôt possible avec une force très légère. Donc le modèle traditionnel du torque chez nous, c'est de torquer très tard dans le traitement, pendant une période très courte, avec des forces très lourdes. Le protocole que nous développons aujourd'hui, c'est de torquer très tôt dans le traitement, avec des forces très légères, pendant une période très longue. Et donc là, on va découvrir l'efficacité en changeant notre manière de penser. Et donc, ce qu'on voit ici, la leçon ici, c'est que pédaler plus fort n'est pas toujours la bonne réponse. Ce n'est pas ce qui va nous rendre plus efficaces. Et puis, pour souligner un petit peu ça, on va voir le cas d'Imen. Imen est une patiente qui vient de terminer un traitement orthodontique, peut-être qu'il y a 1 ou 2 mois, qui vient me voir parce qu'elle n'aime pas trop son sourire. Et quand on voit les photos à 45 degrés, on peut voir cette petite vestibuloversion. On peut voir pas mal de choses qui clochent, mais elle n'arrive pas à dire clairement, elle n'arrive pas à le formuler, qu'est-ce qui la gêne. À part le fait que les incisives sont un petit peu inclinées en avant, mais ma foi, ce n'est pas quelque chose de dramatique. Quand on voit les photos intrabuccales, on peut voir que l'occlusion est plutôt pas mal. Pas beaucoup d'encombrement, ça a été plus ou moins bien aligné, à part cette latérale droite. Et puis on peut voir, c'est vrai que le souci, c'est un petit peu cette bipro. Et puis quand je vois cette radio, cette TLR, on peut voir cette bipro, et ce qu'on se dit, c'est que c'est le résultat typique d'un traitement sans extraction. Et il est vrai qu'on voit beaucoup de traitements sans extraction qui finissent comme ça. Et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le fait de ne pas extraire de dents qui est le problème. C'est comme dans le cas du cycliste, c'est le fait de ne pas comprendre comment le corps réagit, comment la mécanique peut être conçue pour éviter cette vestibuloversion. Et donc, on a souvent attribué cette vestibuloversion au traitement sans extraction, or qu'on devrait se l'attribuer à nous-mêmes, car nous sommes la source du problème. On devrait se l'attribuer à une mécanique déficiente. Et donc, on va analyser esthétiquement son sourire. On peut voir que l'arc du sourire est plutôt plat, avec une tendance à être inversée. On peut voir que les buccal corridors, donc la largeur est plutôt pas mal, mais c'est une forme d'arcade que nous détestons. Parce qu'en fait, c'est une forme d'arcade qui est très large au niveau des canines et des prémolaires, mais qui est très étroite à l'arrière au niveau des molaires, ce qui ne remplit pas ces corridors. Et donc, on voit que l'exposition est insuffisante de ces incisives, parce qu'on sait que cette lèvre, avec le vieillissement, va venir vers le bas. Si aujourd'hui, à son âge, je ne vois pas 100% dans son incisive, qu'est-ce que je verrai à 40 ans? On a déjà vu que l'inclinaison n'était pas bonne. Et donc là, on va aller sur notre stratégie, sur quelle solution nous allons avoir pour ce genre de cas qui finissent en bipro suite à un traitement orthodontique, et peut-être comment le prévenir si vous avez d'autres cas. Et donc, on a ce collage. Oups, j'ai sauté quelques slides peut-être. Donc, on a ce collage qui est un collage en SAP, qui est un collage très haut. Et on a des bails turbo là qu'on peut voir au niveau des 7. Et ce qu'on utilise dans ce cas, c'est juste 2 types d'élastiques en même temps. On utilise des classes 3 en criss-cross, j'ai envie de dire, qui vont des boutons au niveau des 5 vers les canines du bas. Vous pouvez les voir ici sur la photo. Et donc, ces élastiques sont très, très utiles parce qu'ils vont vous permettre de redresser les incisives du bas et d'élargir l'arcade du haut en même temps. Donc, ça va vous faire gagner de l'espace, ça va corriger cette forme d'arcade qui est large au niveau des canines prémolaires, qui est étroite au niveau des molaires, et ça va en même temps redresser ces incisives.
dans le protocole qu'on utilise, on utilise toujours des élastiques courts. Toujours. On ne dit jamais d'élastique de molaire à la canine. Jamais. Parce que dans ce genre de cas, c'est la pire des choses à faire. Parce que comme on va le voir plus tard, ça a des effets très négatifs sur le plan d'occlusion. Donc on arrive juste en 5 mois de traitement à redresser ces incisives. Puis là, on peut voir qu'on a un bon contrôle du torque. Et puis là, on débague le cas après 6 mois. Et bien sûr, on ne s'est pas contenté de travailler sur la position des dents. Mais on a aussi beaucoup travaillé sur la microesthétique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur les formes des dents. L'occlusion est plutôt pas mal, la forme d'arcade est comme elle devrait être. Et quand on regarde la microesthétique, on va le comparer au départ, c'est que vous voyez ce travail sur les embrasures, sur les zéniths, sur les connecteurs, sur les formes des canines. Et tous ces détails-là sont très importants pour obtenir un très beau sourire. Il ne suffit pas de positionner les dents en bonne position. Donc là, on voit l'arc du sourire qui se reforme, qui s'améliore. On peut voir l'exposition qui est meilleure. Le sourire est beaucoup plus radieux. Et donc là, on regarde les photos intrabuccales et puis je vais vous demander de regarder un petit peu aussi l'essai latéral, comme elles ont grandi un petit peu, et puis que ces canines, comme elles sont moins pointues. Puis là, sur la photo latérale, on peut voir le redressement des dents. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu un gros travail sur l'anatomie pour réduire un petit peu ces embrasures. On peut voir aussi la dimension de la latérale à ce niveau-là, qui est beaucoup plus grande à droite après, à la fin du traitement. Donc on a fait un petit laser et puis on a fait des petits rajouts pour remplir ces embrasures. On a un petit peu meulé les canines. Et donc il y a un gros travail qui se fait. Donc là, je ne sais pas, je répète juste la slide, pour corriger les formes d'arcade et pour les formes des dents plutôt. Le sourire à la fin, la patiente est très contente, l'exposition est là, l'arc du sourire est là. Et la forme des dents est là. La microesthétique n'a pas été négligée. Et donc, je vais partager maintenant avec vous notre expérience sociale pour comprendre un peu l'intérêt de l'esthétique qui paraît un peu superficielle pour certains. Et donc, ce qu'on va voir, c'est juste un journaliste qui va voir des jeunes lycéens dans une école et qui leur dit tout simplement « je vous trouve beau ». Et il va filmer leur réaction. Donc là, il dit « je vous trouve belle ». Regardez comme elle sourit et hop, elle recache les dents. Regardez comme il cache ses dents. Il sourit, il éclate. Of course. It's not. Things I find beautiful, and you got a great look. You're beautiful. Quand elle ne la croit pas, hop, elle sourit et elle cache ses dents. Encore la même réaction. On peut voir. Just taking pictures of things I find beautiful. Hop, encore une fois. On cache la bouche. I find beautiful. And so, On yeah, sourit. I think On you est got a really content. good luck. Et hop, on cache. Beautiful. And I think you got a good luck. No, Hop, on cache toujours les dents. awesome. I find beautiful. Things C'est I là find une réaction complètement, un peu agressive. What? You're saying you find me beautiful? Yes, of course. You better wash your ass. You're a beautiful being, and you know it. Shut up. You're a beautiful being, and you know it, Zoe. Are you done then? Do you have what you need? Why are you being like this? You're being goofy. Things I find beautiful. I'm taking pictures of things I find beautiful. Things I find beautiful. So yeah. Are you serious? Yeah. Just continue to look at me. Just to do anything? Yeah, do anything you want. Just look at me. Just look at me.
Et donc, c'est une expérience qui est très intéressante parce qu'on voit cette réaction, on voit comment ils ont cette réflexe de cacher leurs dents, et on voit comme ils ne croient pas. Donc, just telling them is not enough. Juste le dire, ce n'est pas suffisant. Il faut leur faire sentir. Et ce qui est génial dans notre profession, nous orthodontistes et nous dentistes, c'est qu'on peut leur faire sentir cela en restaurant leur sourire, en travaillant sur l'esthétique et la beauté de leur sourire. Ils peuvent ressentir cette confiance en eux, ils peuvent retrouver cette joie et puis ne plus cacher son sourire. Et puis, je vais vous montrer un cas un petit peu de Iman qui a la trentaine et qui vient avec, traité déjà, qui vient avec ce sourire qui n'est pas très joli. On voit des centrales beaucoup trop dominantes, une arcade avec des canines et des prémolaires qui sont complètement torcales vers l'intérieur, inclinées en linguale. L'occlusion, il n'y a pas de grave problème, c'est pas une bonne occlusion, mais c'est pas le gros souci, mais c'est pas le sujet. Je ne vais pas parler de comment on arrive, je ne vais pas vous parler de comment le faire là maintenant, mais je vais vous montrer, je vais vous parler de où est-ce qu'il faut arriver, notre objectif, et d'avoir une image mentale de ce résultat que nous recherchons. Donc à la fin du traitement, fini de cette manière-là, je ne veux pas m'attarder sur le résultat occlusal, mais on va plus détailler le sourire. Donc on peut voir comment travailler sur ces éléments qui sont la largeur de l'arcade, les corridors, l'exposition, l'arc du sourire, la forme des dents et l'inclinaison, peut rendre le sourire beaucoup plus esthétique et beaucoup plus joli. Et puis, pour mes amis orthodontistes, quand on zoome ici, je voudrais attirer votre attention sur pas uniquement la position des dents, parce que c'est notre pouvoir à nous, pouvoir bouger les dents, mais c'est aussi le changement au niveau de la forme de cette latérale par rapport à celle-ci, ou au niveau de la prémolaire également. Parce qu'il faut apprendre, nous les orthodontistes, à ne plus nous enfermer dans cette idée reçue que nous, notre job, c'est de bouger les dents uniquement. Mais on peut aussi faire changer, il faut travailler sur cette micro-esthétique pour avoir de beaux résultats à la fin. Puis on voit vraiment là dans ses yeux qu'elle est contente de sourire. Et on peut imaginer cette patiente, si la même journaliste lui disait qu'elle était belle et de sourire, je suis sûr qu'elle ne cacherait pas son sourire. Je saute à un sujet différent et je veux vous attirer aussi l'attention de mes amis orthodontistes sur l'importance du plan d'occlusion. Beaucoup d'entre nous ont tendance à ne pas regarder ça quand ils traitent leur traitement, quand ils font leur traitement. Et c'est pour ça qu'aussi beaucoup d'entre nous utilisent des élastiques, ce qu'on appelle long heavy elastics. Donc ils utilisent des élastiques de molaire à incisive ou de molaire à canine, avec des forces très lourdes, ce qui souvent a un effet indésirable sur le plan d'occlusion. Et donc, ce qu'on va voir là, c'est qu'on peut apprécier le plan d'occlusion de face. Et on va voir certaines études, puis on peut voir que les sourires qu'on préfère là, c'est les sourires du milieu. On ne sait pas pourquoi, mais disons que les photos de gauche, il y a un arc du sourire trop plat, et que les photos de droite, de ce côté-là, l'arc du sourire est trop prononcé. Et donc là, c'est une étude qui est vraiment très intéressante, qui va s'intéresser à l'inclinaison de l'arc du sourire et du plan d'occlusion et son effet sur l'esthétique du sourire. Et donc, quand on demande à un panel composé de dentistes esthétiques, de cosmétiques dentistes, d'orthodontistes et de patients lequel ils préfèrent, en général, on préfère quelque chose qui est autour de 10 degrés d'inclinaison du plan d'occlusion. Et cette inclinaison est quelque chose qui est très importante. Et c'est pour ça, quand on change la position de la tête du patient, on a des changements au niveau de l'arc du sourire, parce qu'en fait, on est en train de changer le plan d'occlusion. Sauf que le souci, si un patient a un plan d'occlusion plat et qu'il a un arc du sourire plat, vous ne pouvez pas lui dire de baisser la tête pour sourire. Par contre, on peut travailler sur le plan d'occlusion pour changer son arc du sourire. Et là, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc on peut voir que quand il s'aplatit, c'est comme quand... Donc là, c'est un bon plan d'occlusion.
Quand il s'aplatit, c'est comme si le patient montait la tête. Et quand il fait une rotation horaire, c'est comme si le patient baissait la tête, ce qui accentue l'arc du sourire. Et puis on peut voir que souvent dans les classes 3, on a une tendance à avoir des plans d'occlusion très plats. Et vous le verrez de face aussi, parce que l'exposition des incisives est toujours insuffisante, et on a de la gencive qui apparaît à l'arrière. C'est le signe d'un plan d'occlusion très plat, et ce qui provoque aussi des arcs de sourire plats. Par contre, dans les classes 2, ça va être l'inverse. Ça va être souvent la gencive qui est exposée devant ou une bonne exposition des incisives, et les molaires qui sont beaucoup plus hautes. Bien évidemment, là, c'est un plan d'occlusion trop prononcé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre mécanique, elle a un impact sur l'arc du sourire, parce que notre mécanique a un impact sur le plan d'occlusion. Et si je prends une mécanique de classe 2, avec des forces importantes et des élastiques lents qui vont d'une molaire à une canine, donc on a un effet occlusal qui est positif, et on a des effets dentaires et sur le plan d'occlusion qui sont négatifs pour des classes 2. Et donc quand on voit ce plan d'occlusion, quand on voit cette exposition, est-ce qu'on a envie d'utiliser ce genre de cas des élastiques de classe 2 lents? On sait que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et je dirais même que c'est la pire des choses à faire. Pourtant, on nous a tous appris de faire ça dans notre cursus universitaire. Et puis, on va parler de la mécanique de classe 3, ça va être un peu l'inverse. Donc, elle va avoir un effet positif sur les dents, mais qu'elle va tourner le plan d'occlusion dans un sens anti-horaire, ce qui va plus aplatir le plan d'occlusion. Ce qui va plus l'aplatir et ce qui va réduire aussi l'exposition. Ce qu'on appelle VID pour Vertical Incisal Display, donc l'exposition des incisives. Est-ce que dans ce genre de cas, on a envie d'utiliser ce genre de mécanique? Est-ce qu'on a envie d'aplatir plus ce plan d'occlusion? Est-ce que vous avez envie de réduire l'exposition et dégraisser plus ces molaires? Et dans ce cas également, est-ce que c'est ce genre de mécanique qu'on veut appliquer? Est-ce que cette mécanique sera en notre faveur ou en notre défaveur, à votre avis? Et pourtant, pendant longtemps, on nous a appris que dans une classe 3, il fallait utiliser des élastiques longs. Et donc, on a besoin de trouver une meilleure manière de faire les choses. Et je vais vous présenter notre approche pour les classes 3. Une jeune patiente qui a été traitée jeune avec un masque de Doller et qui récidive. On peut voir l'occlusion au niveau des molaires. Il y a une grande compensation au niveau des incisives. Donc, il y a beaucoup plus de vestibulation qu'une réelle correction de la classe 3. Il y a une lingoversion des incisives du bas. Il y a un petit encombrement. Il y a quand même un petit peu d'encombrement de l'arcade supérieure. Et puis là, on peut voir l'importance de cette classe 3. Et on peut aussi voir l'importance de cette compensation. Donc, on voit les radios de départ. Et on voit ce plan d'occlusion qui est très plat. Et donc, quelle est notre stratégie face à une classe 3 avec un plan d'occlusion qui est plat? On sait maintenant que notre idéal est de contrôler ce plan d'occlusion et de le tourner dans un sens horaire. Après, comment le faire? D'une manière simple. On utilise des bails turbo postérieurs, le plus postérieurement possible. On utilise un bagage en ASAP très agressif où on monte beaucoup au niveau des incisives. Et on utilise toujours des élastiques chauds, jamais lents, qui sont toujours en avant du centre de résistance qui est à peu près entre 5 et 6. Très important qu'ils soient short et qu'ils soient light et qu'ils soient légers. Le plus léger possible, en général, on utilise des élastiques de 11,5, environ 50-70 grammes. Donc on peut voir que l'association des deux, plutôt des trois, donc le collage, des cales postérieures et des élastiques antérieurs, a une tendance à tourner le plan d'occlusion dans un sens favorable et d'améliorer notre classe 3. Donc, en général, on utilise ces élastiques short de classe 3 jusqu'à arriver à une classe 2 occlusale. À ce moment-là, on enlève les bails turbo et on finit toujours nos classes 3 avec des élastiques de classe 2 et ce qu'on appelle des rainbow élastiques, qui sont ces élastiques qui viennent antérieurement pour continuer à basculer ce plan d'occlusion dans un sens horaire. Et donc, voilà notre stratégie pour passer d'un plan d'occlusion plat dans une classe 3 vers un plan d'occlusion qui fait une rotation horaire. Puis on va tester cliniquement, on va voir si ça marche. On va voir si ça marche. Donc on a ce collage en SAP.
ce que je rajouterai là, en plus, vu qu'on a beaucoup de compensation dans ce cas-là, c'est qu'en plus d'utiliser des bails turbo postérieurs et ces élastiques short de classe 3 qui vont des boutons sur les 5 vers les canines du bas, on a inversé les braquettes du haut. On les a collées en torque négatif. Parce qu'on a de la vestibule-ouversion. Déjà, on va résoudre un encombrement, donc ce qui aura tendance à vestibule. Donc j'ai besoin de redresser ces dents et les empêcher d'aller plus en avant. Et je colle aussi à l'envers ces braquettes inférieures qui ont à l'origine un torque de moins 6 degrés. Et donc là, quand je les colle à l'envers, je passe à un torque de plus 6. Et donc notre stratégie, elle est là. Donc un collage en SAP le plus haut possible. Les bails turbo postérieurs et on demande aux patients de faire des squeezing exercises. Squeezing veut dire qu'on va demander aux patients de serrer sur ces bails turbo, de mordre sur ces bails turbo environ 60 fois, 6 fois par jour. Donc 60 fois, c'est une fois par seconde, donc ça fait à peu près 1 minute. On demande de faire 6 fois par jour, ce qui revient à 6 minutes par jour, ce qui va nous aider à engraisser ces molaires. Donc on inverse les braquettes du haut et du bas, en haut pour avoir du torque négatif, en bas pour avoir du torque positif, pour compenser cet effet des élastiques des classes 3. Et les élastiques, c'est le premier jour, le jour du collage, qui sont immédiates, donc le jour même, très light, de 11,5, et en classe 3, à travers l'occlusion, through the bite, TTB, ça veut dire through the bite, donc des boutons linguales au niveau des 5 vers les canines. Et donc là, on peut voir ce qu'on cherche à faire mécaniquement. On cherche avec nos bails turbo à engraisser un peu ces molaires. On cherche avec nos élastiques short à tourner notre collage, à tourner le plan d'occlusion. Puis on peut voir qu'on a un torque négatif devant et un torque positif en bas. À 4 mois, en utilisant juste des élastiques très légers, la bonne stratégie, le bon collage, vous pouvez voir qu'il y a une amélioration assez surprenante. Parce qu'on n'est pas en train de tirer sur des dents, on est en train de roter le plan d'occlusion, de le tourner. Donc on peut voir le progrès à 4 mois, on peut voir que cette prémolaire est collée beaucoup trop occlusalement. C'est pour ça qu'à la fin du traitement, c'est à cause de ces erreurs de collage qu'on a du mal à fermer le bail. Donc je la recolle très tôt dans le traitement, plus bas. Et vous voyez que je passe à des élastiques de classe 2. Et j'utilise mes Rainbow. L'erreur que je commets ici, c'est que j'oublie quand même d'enlever mes bails turbo, ce qui aurait permis à mes molaires de s'égraisser un peu plus et de tourner dans le bon sens. À 8 mois, donc on est en train d'utiliser des élastiques de classe 2 déjà. Vous pouvez voir à quel point c'est efficace. Et puis là, on revient sur cette histoire de micro-esthétique. On revient sur cette canine, cette forme, ces embrasures qui ne sont pas belles du tout. Et l'importance de travailler sur cette anatomie-là, si on veut finir avec un résultat beaucoup plus esthétique. On a besoin de la bonne position des dents, on a besoin de la bonne forme des dents. Et donc là, on voit le progrès, on voit que l'occlusion est plutôt bonne, on voit une bonne fermeture du bite, un bel arc du sourire qui se forme. Puis on peut voir sur ces radios que le plan d'occlusion est en train de tourner dans un sens favorable. Je ne m'attarde pas pour montrer plus de cas. Donc, à la fin, toujours cette inflammation. Donc, ces photos pour voir un petit peu mes embrasures, mes connecteurs et retravailler sur ça. Une petite séance de laser. Puis on revoit le résultat final. Excusez-moi, je vais un peu vite. Et puis, je peux voir l'erreur d'avoir oublié mes bails turbo un peu trop longtemps. On peut voir que le bite est toujours un peu ouvert au niveau des 6, des deux côtés. Mais quand même une très bonne occlusion au niveau des canines prémolaires. Et en général, ce genre de... ça a tendance à se fermer tout seul. Et donc, on peut voir le progrès. Et ce que je veux que vous... Ce qui est important de noter dans ces photos, c'est que vous regardez que la compensation est plus importante au début qu'à la fin. Et pourtant, nous avons utilisé des élastiques de classe 3. Vous pouvez voir l'importance de la stratégie de notre mécanique, l'importance de ce collage qui va vous aider à prévenir ces mouvements parasites. Donc, on peut voir le contrôle de l'inclinaison, le contrôle du torque qui est bon, puis le sourire à la fin, puis toujours ces photos un petit peu artistiques pour bien voir le sourire. On va voir notre cas de classe 3, mais cette fois-ci qui est beaucoup plus sévère.
pareil, il a été traité jeune avec un masque, le dolaire. J'imagine qu'il n'était pas très sérieux non plus, mais ça a complètement récidivé. Et donc, il a une classe 3 très importante. On peut voir les photos intraorales. On peut voir le sourire et puis on peut voir l'importance de cette classe 3 qui est énorme. Et quand on voit ce genre de classe 3, on a toujours tendance à penser à la chirurgie, ce qui est complètement normal, mais les parents de ce patient ne voulaient pas en entendre parler. On peut voir aussi que l'hygiène n'est pas bonne, donc on a beaucoup dû travailler sur ça. Mais je vous montre le progrès après 10 mois de traitement. Vous pouvez voir l'amélioration en adoptant la même stratégie sur le plan d'occlusion. Donc, on sait que ces élastiques longs sont à proscrire, interdits. Exactement ce qu'il ne faut pas utiliser. Donc, on va sur la même stratégie, les bails turbo postérieurs, on colle en SAP très positif, et on utilise du torque. Cette fois-ci, j'ai utilisé du torque positif en haut, pas du torque négatif, parce que je me disais au départ que la classe 3 était très importante et que j'aurais besoin de légères compensations. Et bien sûr, j'ai utilisé du torque positif en bas, donc j'ai inversé les braquettes pour ne pas les laisser ces dents se lingoverser. Vous pouvez voir là, à 4 mois, sur ma TLR, que c'était une erreur de ma part. J'aurais jamais dû coller ces incisives en torque positif. Et vous pouvez voir que les élastiques sont toujours très short pour être en avant du centre de résistance du maxillaire. Et vous pouvez voir que même avec des élastiques short, très light, la classe 3 s'améliore parce qu'on est en train de tourner ce plan d'occlusion, parce qu'on s'aide aussi avec les bails turbo. Et puis à 10 mois, on peut voir une progression assez intéressante de la classe 3. Et donc là, on a réussi à sortir cette 5 qui était bloquée, la 15. Et puis à 12 mois, voilà où nous sommes. Et on peut voir sur la photo du sourire que comme dans toutes les classes 3, l'exposition est insuffisante. La largeur est bonne, la forme des dents est plutôt pas mal. On a beaucoup travaillé sur ça. Donc je rajoute des bails turbo au niveau des 6 pour continuer à engraisser ses molaires et à tourner son plan d'occlusion. Et je rajoute ces élastiques en rainbow que vous pouvez voir là, qui vont des canines jusqu'aux incisives pour engraisser ces incisives et faire une rotation horaire de ce plan d'occlusion maxillaire. Donc on peut voir la progression du sourire à 8 mois et à 12 mois. Donc progression plutôt intéressante. Sur les vues occlusales, à 4 mois, à 8 mois, à 12 mois, on sait que là, on est dans le bon sens. Donc, progression latérale, 4 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois. Et puis, on va voir l'autre côté, pareil. Donc, c'est la même chose, la progression est intéressante. Et puis, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc, on peut voir que ça s'est beaucoup amélioré, que cette classe 3 est beaucoup en retard. Et à ce moment-là, la stratégie doit être la suivante. Comme dans ce cas-là est un cas très sévère, je ne veux pas de réaction au niveau du bas quand j'utilise mes rainbow élastiques, on va mettre des mini-vis pour bloquer cette arcade du bas et empêcher son régression avec les rainbow elastics. Donc on a les rainbow elastiques qui auront un effet que sur l'arcade maxillaire. Il va falloir qu'on enlève cette bite turbo à l'arrière et qu'on mette des élastiques de classe 2 pour continuer cette rotation du plan d'occlusion qui va se faire un petit peu comme ça. D'accord, c'est je pense le même slide que je refais. Donc vous avez compris la mécanique, les rainbows, les classes 2. Il faut absolument, j'insiste, enlever les bails turbo pour permettre cette régression des molaires. On ira sur quelques cas de mini-vis si on a le temps là. On va essayer de voir un ou deux. Donc mes armes, j'adore associer ces braquettes en PSL avec les mini-vis. Puis on va voir un cas d'impaction et de transposition qui est le cas de Zahra, qui vient me voir parce qu'elle a une transposition entre une canine et une prémolaire. Mais ce n'est pas son souci principal. Le souci principal est cette canine du bas qui est complètement horizontale. Bien sûr, le papa a vu plusieurs avis, on lui a dit que ce n'était pas possible d'attirer, qu'il fallait abandonner. Donc quand je lui dis qu'il y a des techniques aujourd'hui pour s'occuper de ce genre de canine, il ne me croit pas.
plusieurs opinions. Et il revient 12 mois après, et la canine a empiré, c'est encore plus grave. Donc ça s'aggrave. Il décide finalement de commencer le traitement, donc je fais mes cone beams, je vérifie qu'elle est bien vestibulaire par rapport aux racines des incisives, je vérifie pour la canine maxillaire que je peux croiser les racines et corriger la transposition. Puis je vous montre rapidement un petit peu le progrès. Donc on commence par baguer l'arcade du haut, et on commence par mettre cette mini-vis très haute pour commencer à corriger la transposition. Puis on voit qu'elle progresse, qu'elle avance plutôt bien. Il est très important quand on fait ça de ne pas baguer la dent adjacente. Il faut la laisser encore libre pour qu'elle puisse, sa racine, bouger en même temps que la canine la traverse. Donc, c'est le moment de s'occuper de la canine du bas. Et donc, on applique une technique qui s'appelle Vista, qui est une technique en fait d'implantologie qui a été utilisée par Chris Chan à Taïwan, qui nous l'a montré, qui est une super technique, qui est très simple. Il suffit de faire 2 incisions verticales au niveau de la canine, son lieu, et puis au niveau où elle va faire son éruption, et de passer notre chaînette à l'intérieur du tunnel. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la chaînette qui est à l'intérieur du tunnel n'absorbera pas les liquides, et si elle n'absorbe pas les liquides, elle ne va pas perdre son élasticité. Par contre, la chaînette qu'on voit là, qui est à l'extérieur et qui est accrochée sur la vis, sur une mini-vis, eh bien elle va perdre son élasticité. On aura à chaque fois besoin de tirer, de couper un œillet. Et donc, cette technique est très intéressante pour les canines en transposition incluse. Et donc là, on peut voir le progrès. On peut voir en 12 mois là où elle est. Donc en 12 mois là, elle s'est complètement redressée. Et vous pouvez voir que je n'ai pas du tout bagué l'arcade du bas. On n'a pas du tout bagué cette arcade du bas. Et à ce moment-là, on commence, une fois que la canine a passé, on barre l'arcade du bas, on recrée cet espace. Et ensuite, on commencera à tirer vers le haut cette incisive. Donc je vais rapidement sur les progrès. Donc voilà, après avoir corrigé la transposition du haut. Bien sûr, on a un gros souci de torque à ce moment-là. Et puis on utilise un ressort de torque pour redresser la racine. À ce moment-là, la canine fait son éruption, on commence à la tirer. Et puis on décide, en rencontrant un pitch à ce moment-là, on décide de changer le collage et de retravailler sur les proportions des dents et sur la microesthétique. Donc on débague le cas, on va le débaguer, le rebaguer, pour avoir un meilleur contrôle du torque. Donc voilà, à ce moment-là, vous pouvez voir entre les deux qu'on a beaucoup retravaillé sur la forme des incisives, sur la dimension de ces incisives latérales qui étaient risiformes. Et on a des braquettes qui ont un meilleur contrôle du torque, ce qui va me faciliter la tâche. On voit que 18 mois, la canine est presque là. Bien évidemment, il faudra beaucoup travailler sur le torque à ce moment-là. Donc on peut voir les progrès à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois et à 18 mois. Pareil, en vue occlusale, 1 mois, 3 mois, 6 mois. La canine est là, mais il y a un gros défaut de torque à ce moment-là. À 12 mois, le torque commence à se redresser de cette canine. Et puis, à 18 mois, ça va beaucoup mieux au niveau du contrôle du torque de cette canine, cette prémolaire. Là, c'est notre cas que je vais sauter parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais c'est plus ou moins la même situation où on a cette fois-ci 2 canines incluses à l'horizontale. Je vais essayer de vous montrer quelques autres cas qui sont intéressants. Et donc, les clés de la réussite quand vous avez les transpositions, c'est premièrement d'avoir un diagnostic en 3D, d'utiliser des mini-vis et de la technique Vista de Chris Chan, ne jamais baguer les dents adjacentes et de un petit peu meuler l'os sur le chemin de cette dent pour faciliter sa traction. Donc, la performance humaine. Donc, cette vidéo, on voit en fait la gymnastique en 1950 et en 2016. Et puis, on voit cette grosse progression au niveau des performances. On dirait presque pas les mêmes êtres humains. Et pourtant, c'est exactement les mêmes humains. Et on peut voir l'amélioration en termes de performance. Ça, c'était impressionnant dans les années 50.
en 2016, la championne olympique, voilà ce qu'elle fait. Est-ce que cela est surhumain? Pas du tout. On progresse. Sauf que parfois, nous, on a tendance à se cloisonner dans des techniques, à se cloisonner dans une philosophie et à se figer dans le temps. Et si c'est possible pour un être humain en gymnastique, c'est possible aussi pour nous en tant qu'orthodontistes et dentistes. Et donc, la réelle chose à faire, c'est de toujours se remettre en question. Toujours se remettre en question et puis toujours se demander comment on peut mieux faire, comment on peut s'améliorer et comment on peut progresser. Être très critique envers soi-même. Je finis avec cette vidéo qui m'a beaucoup ému. Você tá bem. Você tá bem. Descanse. Justa de montar. E aí, gatinha? Tu tá indo pra onde? Tu tá indo pra onde? 大赛马上要临近了，我不想再练了。儿子，你行啊，你可以的。Quand je vois cette vidéo, je me demande, à la fin, c'est qui le plus heureux? C'est l'enfant qui a gagné, qui a remporté la victoire, ou c'est le parent? Il est clair pour moi que les parents sont beaucoup plus contents.